Bien, donc vous l'avez sans doute perçu, je prends à revers l'expression sans filtre qui a plané sur la Convention et ses suites. Je vais donc passer de l'expression sans filtre au filtre omniprésent de design institutionnel dans la Convention, notamment les principes annoncés, les familles de critères d'évaluation d'une telle expérience qui sont aussi des filtres. Et là, j'aurai à l'esprit des travaux internationaux sur plus de 20 ans dans des communautés de recherche différentes qui sont apparues par vagues successives. Je regretterai qu'un filtre plus attendu au regard de la question posée à la Convention, l'esprit de justice sociale, n'ait pas connu la place de choix espérée, soumis longuement à la dispute citoyenne. En effet, la justice est un concept interprétatif par excellence, et ces conflits d'interprétation structurent d'ailleurs le champ politique. Ce serait un scoop si nous étions tous d'accord sur la question de la justice sociale. Et la rencontre entre intelligence collective et esprit de justice sociale aurait peut-être pu susciter un effet de serre, non pas climatique, mais pour faire céder les serres des habitudes de pensée et des freins aux décisions politiques basées sur des décisions scientifiques et mises en échec par toutes sortes de recours à l'injustice perçue. Je n'omettrai pas de déclarer les filtres propres à mon approche scientifique, combinant sciences descriptives, sciences politiques, et sciences normatives, philosophie. Notre collègue Maxime Gabory avait parlé de cubisme pour désigner cette convention. Ce bref exposé aura quelque chose de la toile de Vieira da Silva, Enigma 1947. Alors commençons par mes filtres. Parmi les théories normatives d'arrière-plan permettant tout à la fois de faire le design des procédures ou des processus, une convention par exemple, et son évaluation, pour dire ce qu'est un bon débat, nous avons la composite théorie de la démocratie délibérative. Ses principales sources sont philosophiques, et en effet, chaque discipline et leurs filtres offrent des conditions et des productions de, entre guillemets, résultats différents. Je pense au titre de notre colloque, premier résultat. Des résultats en philosophie, on pourrait en parler après si vous voulez. La philosophie, plus particulièrement la philosophie politique normative, porte sur ce qui doit être, sur des idéaux, et doit permettre l'amélioration et peut permettre l'évaluation. Pour ce faire, elle s'appuie sur un discours le plus large, le plus argumenté possible, discutant d'autres philosophes. On n'a même pas peur de discuter les morts, mais elle n'a pas besoin d'expérience. La plupart des philosophes s'en défendent même. Ils défendent ce confinement, comme une grande partie d'ailleurs des sciences qui le leur rendent bien. Robert Goodin, un célèbre théoricien politique, à qui je demandais ce qu'il avait appris en se penchant sur des expériences de discussion démocratique en mini-public, me répondait avec aplomb: rien. Au contraire, autant je pense qu'il faut contribuer à résoudre par des moyens philosophiques les problèmes théoriques non soldés de la démocratie délibérative, par exemple, et il y en a, autant la navette avec des travaux empiriques, que ce soit pour l'observation ou l'aide au choix de design institutionnel, peuvent être féconds. C'est le parcours à l'envers entre la démocratie génétiquement modifiée et la délibération des meilleurs des mondes, qui renvoie d'ailleurs à de nombreux travaux internationaux allant des procédures au but de la participation et de la délibération, en passant par les critères d'évaluation. Certes, ce déconfinement disciplinaire passe par un risque de traduction des ressources philosophiques pour des travaux empiriques, qui ne sont pas indemnes de contresens, de sélection discutable. Je pense aux usages d'Habermas par des chantres de la participation ou de la délibération. Pour ce qui concerne la participation à l'évolution de la théorie politique normative, comprise dans son ensemble, et observation, voire, comme j'ai pu le faire également, implication dans le design de procédures, je pense à la Convention d'Occitanie pour le Green Deal qui avait pris ce risque, ben, tout ça, ça peut entrer dans un cercle vertueux en prenant des précautions épistémologiques et méthodologiques. Alors, revenons à du plus connu. L'expression sans filtre apparaît pour la première fois dans la conférence de presse d'Emmanuel Macron le 25 avril 2019 à l'issue du grand débat national. Il dit vouloir changer de méthode,
Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre. L'expression jalonnera et pèsera lourd sur la convention. Des querelles interprétatives au sein du comité de gouvernance à la cadence imposée aux citoyens pour produire, comme cela leur a été rappelé, en passant par l'implication inédite d'experts de la transition écologique et du comité légistique. L'expression sans filtre se retrouve également dans l'intitulé d'un site dédié à l'association des 150, sans filtre, les 150.fr. Mais les filtres sont omniprésents dans cette convention, pour de bonnes raisons d'ailleurs. Toute expérience scientifique nécessite des filtres et toute expérience sociopolitique nécessite des choix de design institutionnel et des garanties. D'ailleurs, parler sans filtre en psychologie, c'est un défaut. Ça veut dire ne pas savoir passer ses dires au crible de la réflexion, sans considération pour les conséquences. Plutôt qu'une sincérité incorruptible, il s'agit d'une sincérité mal comprise. En politique, quel pourrait être le sans filtre dans sa quintessence? Eh bien, parmi les bons candidats, je pense que les tweets de Donald Trump, court-circuitant les voies habituelles de la communication d'un responsable politique à ce niveau de décision, seraient tout à fait valables. Il faudrait les considérer. Et d'ailleurs, le mot français pour tweeter est tout à fait intéressant, puisqu'il peut être traduit par gazouiller, bavarder, jacasser, être agité. Donc, sur les deux premiers usages des filtres, engagement présidentiel et exégèse de la lettre de mission du Premier ministre, j'ai déjà longuement développé et documenté ces querelles interprétatives, source de désaccords au sein du comité de gouvernance et même dans la tête des membres de la Convention. Je renvoie à ce dossier sur l'institutionnalisation de la participation citoyenne et démocratique, où nous avions pu travailler en plus avec 3 juristes, et donc les personnes, c'était aussi des gens qui avaient pu analyser le grand débat national, qui est en gros le symétrique inverse de la Convention citoyenne, puisqu'il est hyper déconfiné pour le premier, foisonnant, et beaucoup plus confiné pour la seconde. On a vu au moins, pour aller assez vite, 3 positions au sein du comité de gouvernance. Ceux qui estimaient que les citoyens devaient voter les mesures et qui poussaient à aller au référendum pour des séries de mesures ou des modifications de la Constitution. Ceux qui estimaient que le travail du comité légistique leur appartenait et devait être distingué de la contribution des citoyens, et ceux qui voulaient, comme les premiers, que les citoyens aillent le plus loin possible en donnant aux citoyens la possibilité de délibérer pour s'approprier les transcriptions légistiques de leurs propositions. On aurait plutôt attendu le terme de se réapproprier, puisqu'ils étaient normalement à l'origine, les citoyens. Nous pouvons donc reconnaître ici un double enjeu. D'une part, ce qu'on attend des citoyens et ce qu'on attend des experts juridiques, et d'autre part, la fabrique du droit dans une seule instance, la Convention en l'occurrence, en quelque sorte un laboratoire ou une chambre, ou au contraire, partiellement, avec un renvoi aux responsabilités des autres institutions et aux autres autorités légitimes. Ce point est d'importance pour les conceptions qu'on peut se faire de la délibération en mini-public ou comme système interinstitutionnel, une sorte de retour aux origines de la théorie de la démocratie délibérative. Les premiers délibérativistes sont des institutions en phase 2, pas des mini-publics. Les conceptions de la décision obéissent à la même problématique, décision tranchée par un seul corps, celui des membres de la Convention, ou partagée selon les voies prévues par la Constitution et les autres corps constitués. Le constitutionnaliste Dominique Rousseau, dans le dossier évoqué des archives de philosophie du droit, parle de la qualité démocratique qui prend sa source non dans la fusion, mais dans l'écart des corps. Je dirais que ce qui est vrai du droit ne l'est pas des colloques sur plateforme. Ces querelles sont intimement liées à la présence ou non d'un comité légistique. Or, ce dernier a dû lui aussi faire valoir toute une série de filtres allant des questions auxquelles les citoyens devaient répondre, au choix de transcription par les juristes des mesures interprétées, mais surtout à la défense du système habituel des procédures de production du droit.
L'interprétation du sans filtre maximaliste, d'un travail abouti qui forcerait en quelque sorte la main du pouvoir exécutif ou législatif, n'est pas atteinte. Le comité législatif rappellera que la mise en place de certaines mesures implique des négociations avec les porteurs d'enjeux concernés. J'y vois un écho aux écluses, encore un filtre, aux écluses de la procédure démocratique et du système politique structuré par l'État de droit dans Droit et démocratie d'Habermas. Si on passe de l'expression sans filtre au choix de design institutionnel, la Convention est parcourue de filtres allant du programme annoncé, puis réel, aux divers modes d'animation choisis en passant par quelques principes, mais mis en avant pour garantir la qualité du processus, revendiquée comme bonne, avant même la décision de convier les membres d'une assemblée filtrée par un tirage au sort panélisé. En effet, même le tirage au sort est un filtre. Tout d'abord, celui du hasard, puis celui plus conscient des critères choisis pour constituer le panel, on en a parlé ce matin, puis celui de l'autosélection de celui qui accepte ou refuse de participer. Les critères sont souvent sociodémographiques. Pourtant, la boussole de la Convention, qu'est la lettre de mission du Premier ministre, indique que la vocation de la Convention est d'impliquer toute la société dans la transition écologique à travers un échantillon représentatif de citoyens, représentatif de la diversité de la société. Or, vu les enjeux délibératifs, au premier rang desquels le problème structurant de la justice et ses querelles interprétatives, on pourrait très bien faire le choix assumé d'un pluralisme affirmé avec comme perspective la production de désaccords nécessaires pour qu'il y ait besoin de délibérer et pas simplement d'échanger respectueusement. Certes, on peut croire que la pluralité d'un tirage à l'aveugle s'accompagnera automatiquement d'un pluralisme éthique, mais rien n'est moins sûr. Dans tous les cas, il faudra pouvoir produire les arguments. Alors, le comité de gouvernance a dû faire non seulement des choix organisationnels, mais exhiber des garanties plus générales. Ces garanties portent sur des échelles différentes et sont mises en œuvre par des agents aux fonctions différentes. Ces échelles sont par exemple la composition et le fonctionnement du comité de gouvernance, les programmes des sessions, les découpages des groupes de travail, jusqu'à l'animation et les échanges aux tables. En dehors de la lettre de mission du Premier ministre, un autre document aida le comité de gouvernance, les animateurs et les garants à s'orienter. Une charte. On notera que le règlement demandé par la lettre de mission et mentionné dans cette charte n'a jamais vu le jour. Cette charte comporte quelques principes, au moins deux, l'indépendance et la transparence. On pourrait lui ajouter la neutralité et la sincérité des débats, le cahier des charges des garants figurant sur le site officiel de la Convention en 6 points. Je laisse de côté dans la charte des principes qui préservent la liberté individuelle pour ne reprendre que le principe d'indépendance de la Convention citoyenne, article 2, page 4. Or, il ne caractérise pas et est très composite, pour ne pas dire hétéroclite, donc il ne caractérise pas l'indépendance. Après avoir affirmé que la Convention arrête ses recommandations et prend ses décisions de manière autonome, il s'agit surtout de méthodes de vote. Toutefois, l'article 8 comporte les principaux éléments adressés aux membres de la Convention et à tout intervenant. Adopter un comportement approprié, respectueux de la Convention en tant que collectif, qui repose sur l'échange d'arguments et la délibération entre ses membres. Respecter les principes de prise de parole et d'écoute, être à l'écoute des suggestions exprimées, respecter les opinions des membres de la Convention. Or, ces principes ne sont pas du même ordre. Le respect, l'écoute sont des préalables à la délibération. Puis, les seules fondations de la Convention, qui sont l'échange d'arguments et la délibération. Si on prend au mot ces concepts, c'est audacieux. Toutefois, je vois mal comment comprendre le rapport entre l'échange d'arguments et la délibération qui semble ici posé côte à côte. Il aurait fallu dire la délibération grâce à l'échange d'arguments. En effet, on produit des arguments, on les confronte, on les complète, on change éventuellement d'avis,
Et tout cela constitue la délibération, du moins la délibération dans sa phase la plus difficile, ce pourquoi elle est requise si on veut aller plus loin que l'écoute respectueuse de toutes les propositions. Or, il n'est pas difficile de montrer que des arguments en bonne et due forme ont été finalement assez peu nombreux pendant les 9 mois de discussion qui, elles, ont été très longues. Les moments de la session 7, avec des demandes explicites d'arguments, un contre, un pour en 3 minutes, avant le vote de chaque famille de mesures, illustrent que les choses énoncées n'étaient pas des arguments, mais des réaffirmations. Rien à voir avec des raisons ou des justifications, des réponses ou des « pourquoi faut-il vous croire quand vous affirmez telle ou telle chose ». Certes, ce n'est pas le propre de la Convention que d'avoir été faible sur ce point. Une bonne partie des expériences depuis plus de 50 ans de délibération, ou revendiquées comme telles, ou d'expériences scientifiques qui modifient à la marge des protocoles expérimentaux pour traquer les variations sur des détails allant jusqu'à la taille des tables, n'ont pas approfondi, comme elles le méritent, les ressources argumentatives. Aristote et la rhétorique donnent beaucoup plus à penser. Ce n'est pas moi qui le dis, la charte estimait que l'échange d'arguments fondait la Convention. Si c'est le cas, il faut s'en donner les moyens. Or, on pourrait alors opérer un travail de vérification empirique des principes affichés. On a commencé à le faire, par exemple, dans l'exposé précédent, et dans la version écrite, je présente quelques décalages à l'endroit de la neutralité que je ne peux pas reprendre ici. D'ailleurs, pour pouvoir répondre à l'adéquation entre principes affichés et respect de ces principes, c'est sans doute la présence d'observateurs qui peut le mieux le permettre, comme c'est fait des fois dans d'autres expériences, mais muni alors d'attentes procédurales explicites. Certes, plus l'expérience est foisonnante et dispersée, et plus il faut d'observateurs, et il ne faut pas filtrer les observateurs. Ce serait un dossier à part. J'ajoute que ces auto-évaluations, puisque les critères sont ceux des organisateurs, doivent être nuancés, gradués. Ce n'est pas du tout ou rien. Entre chronique d'un succès annoncé et mascarade, il y a de la marge. Ce point nous amène à la confrontation aux critères d'évaluation. Ils sont aussi des filtres. En effet, le mot critère vient du grec krinéin, cribler, séparer. Sans crible, on ne peut pas trouver les paillettes d'or. Et donc, ces critères permettent en effet d'évaluer cette expérience ou d'autres et les attentes raisonnables qu'on peut légitimement en avoir. Ils vont bien plus loin que l'indépendance, la transparence et la neutralité. Il n'est pas possible ici de passer en revue toutes ces listes, d'en discuter les limites, les incohérences, de les comparer, de tester les traductions qu'elles font de théories d'arrière-plan. Je vous renvoie ici donc à la démocratie génétiquement modifiée. J'indique que ces critères visent des choses très différentes. Ils vont de la comparaison des procédures à l'évaluation ex post des processus, mais c'est beaucoup plus rare. Ils focalisent leur attention sur l'acceptation, c'est ça, des décisions par le public, dépendante de la qualité du processus, ou alors sur la dynamique décisionnelle qui doit pouvoir être réversible, ou alors sur l'impartialité, ou encore sur la conduite éthique des processus communicationnels. Assez vagues sont venus s'ajouter dans les années 2013 le souci d'innovation responsable, de responsabilité. Je saute ce paragraphe, mais c'est tout à fait intéressant d'introduire les différentes définitions possibles de la responsabilité, notamment la responsabilité comprise comme responsabilité, comme une vertu individuelle, qu'on peut articuler à une responsabilité pensée comme public accountability, et encore un troisième type de responsabilité qui pourrait être très utile dans le débat entre procédure très fixe et puis adaptation, la responsabilité pensée comme responsiveness. Pour ma part, j'invite à prendre plus de recul et je préfère en appeler à la cohérence et à l'explicitation pluraliste des présupposés de la participation et de la délibération. Avec ma collègue Cécile Blatrix et à la suite d'un séminaire avec des conseillers du CESE, nous avons essayé de faire la liste des questions à se poser sur la participation démocratique. Il y en a au moins 12. Et parmi elles, nous avons vu les buts de la participation. Là, il y en a quelques-uns, mais il y en a d'autres. On en a donné ce matin, Dimitri en a donné. Les participants invités et surtout en quoi ils se distinguent des autres citoyens et de ceux qui sont des citoyens représentants,
surtout la plus-value attendue de la participation et quelle place la participation citoyenne trouve-t-elle dans le système institutionnel existant. Et en fonction des réponses à ces questions, nous avons proposé des listes d'options et des critères d'évaluation. J'arrive vers la fin. C'était ce 9e point qui était finalement la question de la justice sociale. Eh bien, dans la session 2, c'était le 3e jour, à 9h25, on avait 1 heure qui était consacrée à réfléchir à la question sur ce qui est juste et surtout et pourquoi. Et donc, dans le sous-groupe que j'ai pu suivre, sur l'heure, finalement, il n'y a eu que 40 minutes qui ont pu être consacrées à la discussion. Et une bonne partie de la discussion, c'était de savoir s'il fallait décrire la situation dans laquelle on vivait, pour savoir si elle était juste ou pas, ou s'il fallait définir des idéaux de justice. Ça aurait été comme intéressant de pouvoir aller un peu plus loin là-dessus. Et en restitution dans les plénières, finalement, on a eu très très peu de réponses sur le pourquoi. Ça ne veut pas dire donc qu'on n'a pas parlé de justice, mais qu'on n'a pas parlé des différends qu'on avait sur la justice et des justifications possibles à apporter, justement, alors qu'il s'agissait de parler de justice intergénérationnelle, de justice dans la transition, pour laquelle il y a énormément de ressources normatives pour réfléchir à cela, et au moins pour permettre aux gens d'expliciter ce qu'ils n'ont que sous forme d'intuition, parce que bien sûr, heureusement, tout le monde a quelque idée de la justice. Alors en conclusion, si la définition de la délibération, par exemple, je reprends celle du Oxford Handbook of Deliberative Democracy de 2018, elle est fondée sur un idéal selon lequel les gens ou le peuple se réunissent sur la base d'une égalité de statut, de respect mutuel pour discuter des problèmes politiques auxquels ils font face, et sur la base de ces discussions, ils décident des politiques qui affecteront leur vie, alors on peut dire que la Convention a été très respectueuse. Si la communication doit s'approcher vers ce que le concept de délibération implique, notamment vers ce qui pose le plus problème, la production, l'explicitation des désaccords et les voies pour aller au-delà vers des formes d'accords différents, alors la Convention est largement améliorable et elle est surtout un bon révélateur du chemin qui reste à parcourir pour tendre à la qualité à laquelle prétendaient ceux qui avaient critiqué le grand débat national, ou tout simplement à ce qu'on espère faire mieux avec des citoyens tirés au sort. Mais là se pose la question de savoir au nom de quoi faut-il attendre plus de citoyens tirés au sort que d'élus ou de personnes investies d'autorité. En effet, la Constitution française, par exemple, exige en plusieurs endroits la délibération. Et donc, j'en profite pour dire qu'on doit délibérer partout. Alors, c'est vrai qu'en sous-main, l'une des justifications que l'on peut déceler derrière cette promotion de la délibération par tirage au sort de citoyens et les moyens considérables mis en œuvre, notamment l'attention soutenue des citoyens, eh bien, on peut penser que là derrière, on espère qu'on ait une qualité de délibération supérieure à ce qui se fait dans un Parlement. Alors, terminons avec le sans filtre. Prenant quelques risques avec l'indépendance affichée, la Convention a invité le président à l'initiative non concertée d'une citoyenne. Et dans sa longue réponse au sans filtre, qui mériterait un article à elle seule, le président de la République précise qu'il n'entend pas se défausser de ses responsabilités et remet le sans filtre au sein de la transition de la prise de décision garantie par nos institutions. On a donc la reconstitution de la part souvent oubliée des mini-publics, les institutions existantes et leurs responsabilités respectives. À vouloir faire du sans filtre, on peut délester les autorités légitimes de prendre leurs responsabilités et les risques afférents. Ce risque de se défausser de ses responsabilités, ce risque de la déresponsabilisation, brandi comme un épouvantail, a d'ailleurs souvent été dénoncé par les citoyens. Le problème n'est donc pas celui du sans filtre en général, mais bien plutôt quel filtre. La réponse est dépendante pour ma part de ce qu'on veut faire, des attentes de ce qui est appelé participation citoyenne, des moyens mis en place et pour une autre part, des théories normatives qui les justifient. Vous aurez remarqué que ce verbe comporte le mot justice, justifier, indiquant une réponse, un soutien qui sera de l'ordre des bonnes raisons plutôt que des causes et qui devra passer par un patient discours
argumenter. On a 5 minutes pour discuter. Merci Bernard. Il y a une première question. Pourquoi poser la question de la plus-value de la participation citoyenne? Ce qui est central, c'est d'associer les citoyens aux politiques publiques. Il me semble que la plus-value se situe dans la participation elle-même. Alors, il y a plusieurs réponses. D'abord, la participation, elle existe de différentes façons. Vous pouvez participer quand vous votez, vous pouvez participer par consultation, c'est plutôt cela. Vous pouvez participer directement lorsque vous votez un référendum, quelque chose comme ça. Donc, première chose, la participation est plus large que ça. Mais quand vous avez ce panel devant vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que c'est des usagers? Est-ce que ces gens-là, ils ont une légitimité particulière par rapport à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être élus? Qu'est-ce que vous allez essayer de tester par rapport à eux? Est-ce que c'est des gens que vous allez faire monter en compétences en les soumettant à toutes sortes d'experts, ou au contraire, vous allez faire entrer très tardivement des experts dans le processus? Ce qui vous intéresse, c'est plutôt leur notion commune, par exemple, de la justice, et vous allez prendre beaucoup plus de temps que ce qui a été fait, c'est-à-dire 1 heure pour essayer d'expliciter toutes ces choses-là. Il y a toutes sortes de réponses possibles sur la plus-value attendue. Et elle n'est pas du tout donnée, il faut pouvoir l'expliciter. Voilà, je pourrais donner d'autres réponses par rapport à ça, mais je préfère favoriser d'autres questions. En tout cas, ça ne va pas de soi de savoir ce qu'on veut faire et de ce qu'on attend de ses citoyens. Alors, c'est pas une question, mais une remarque. Délibération, normes et justice ne fait pas une politique, mais l'écho juridique d'une politique. Et il y a une suite. La dialectique de la conscience chez Hegel a conduit à plusieurs politiques. Thiers, Marx, Lénine. Oui, oui, on va très loin là si on doit faire du Hegel. Je pense que j'essaie de retraduire, je fais comme dans le comité légistique qui devait, avec certaines propositions, essayer de faire des transcriptions. Ce que je comprends là-dedans, c'est, surtout si on pointe Hegel, c'est la tension, la dialectique qu'il peut y avoir entre un travail normatif et des travaux descriptifs. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis beaucoup posé la question de savoir si je devais le faire ou pas au début, en disant qu'est-ce que la philosophie peut apporter à des travaux empiriques. Il y a plusieurs types d'apports. Il y a un apport qui pourrait être per se, en disant ben voilà, j'essaie d'améliorer la théorie en essayant de faire que de la philosophie. Il y a un deuxième apport qui serait de forger des ressources conceptuelles pour pouvoir faire du travail empirique. Quand on cherche de la délibération, quand on cherche comment est-ce que les gens délibèrent, on doit avoir quelque idée de ce que c'est que la délibération pour pouvoir forger ces outils. Et ça peut être aussi une aide au design, c'est-à-dire on est embarqué là-dedans, on a quelques idées théoriques sur ce qu'il faudrait faire, et puis on essaie de les mettre à l'épreuve. Pour vous donner, voilà, je ne veux pas être trop long non plus sur cette question-là, mais en tout cas, ceux qui pensent qu'on peut faire de la politique sans idéaux et sans normes, ben, se trompent, et ceux qui pensent qu'avec des normes, au dépit de la réalité, ou sans aucune plausibilité, on peut avancer, ils se trompent aussi. Mais il faut penser à une sorte de bonne articulation des deux, et ça demande énormément de précautions méthodologiques et épistémologiques.